Vendredi 29 juillet 2022, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal version française. Merci de nous rejoindre pour vous informer. Tout de suite, concernant les actualités de ce vendredi, le directeur de la gestion financière a apporté aujourd'hui plus d'explications sur les procédures pour l'intégration des salaires du PAT ou du personnel administratif et technique dans le budget général de l'État. Celle-ci qui est une promesse du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ces derniers percevront leur salaire au début du mois d'août. Par la suite, ils percevront leur salaire en même temps que les fonctionnaires, selon les explications. Bien que les hôteliers et restaurateurs de Madagascar regroupés au sein de la Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar ou FORM se sont préparés pour l'arrivée des touristes, les prévisions pour cette année restent encore faibles, selon le vice-président du conseil d'administration de la FORM, compte tenu de la crise et du contexte mondial actuel. Toutefois, ces derniers espèrent que ce ne serait plus le cas pour l'année 2023, sous condition que les opérateurs touristiques œuvrent dans ce sens. Plus au détail dans ce reportage de Jairan Giamar. En 2019, Madagascar a accueilli plus de 400 000 touristes, un taux qui a chuté en 2020 du fait des restrictions de déplacement à l'échelle mondiale. Selon les prévisions de la Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar, le secteur touristique reprendra d'ici peu. Et on espère, donc en 2019, je pense qu'on est très proche à 400 000 touristes. Tout secteur confondu, pas que les voyages, pas que loisirs. On espère qu'en 2023, avec le soutien du ministère, qu'on va atteindre ce chiffre l'année prochaine. Pour cette année, je pense que, comme je dis, ça va redémarrer, pas encore avec vous êtes content. C'est encore du travail à faire. La Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar suggère d'augmenter la fréquence des vols internationaux directs en provenance des pays à fort taux de touristes, ce qui est, selon cette dernière, le clé du développement du tourisme. On espère vraiment que ça va se concrétiser, qu'on trouvera dans d'autres lignes. Ça donnera plus de possibilités de l'Allemagne, par exemple, plus de vols directs, veut automatiquement dire plus d'augmentation des touristes. Notamment, je prends l'exemple de l'Allemagne. Les touristes classiques allemands, ils préfèrent avoir un vol direct et pas passer via d'autres. On voit ça en OCB avec le marché italien, un vol direct, avion bien rempli. Ça c'est sûr que ça fonctionnera. Le développement et la promotion du tourisme permettront la création d'emplois, selon toujours la Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar. Et sur le plan sportif, plus que 6 jours avant le début de l'Afrobasket U18, catégorie masculine et féminine qui débutera le 4 août 2022, Madagascar accueillera l'Afrobasket pour cette édition. Dans ce cadre, la fédération et le comité d'organisation a effectué un rapport ce matin au Palais des Sports à Mahamas. Les détails dans ce reportage de Liv Van Giamananzar et Michel Rakoutson. 10 pays au minimum, 30 arbitres et officiels techniques, mais également diverses autorités atterriront à Madagascar pour l'Afrobasket U18, catégorie masculine et féminine. En effet, Madagascar accueillera cette édition de l'Afrique, qui est une compétition continentale. La catégorie féminine se jouera à Tirabé, si celle masculine aura lieu au Palais de Sport de Mahamas. Madagascar est totalement prêt pour accueillir l'Afrobasket, selon le président de la Fédération malagasy du basket. Le programme pour la phase éliminatoire n'a pas encore été défini. Ce qui est sûr pour l'instant, c'est qu'elle durera 4 jours et débutera le 4 août 2022. Quant à l'équipe nationale malagasy, que ce soit l'équipe masculine ou féminine, les deux sont actuellement en dernière ligne droite de la préparation. Ils enchaînent les matchs amicaux et les essais. Dans le cadre de cette préparation, les joueurs sélectionnés pour former l'Inkouaï pour l'Afrobasket U18 ont été officiellement communiqués ce matin. Et dans le volet social, la commune d'Anduranfutsi et d'Ankadike ont pour ce jour bénéficié des activités du Zoumaf et Fanapin du ministère de la Population. Celle-ci vise à apporter de l'aide aux plus vulnérables chaque vendredi afin d'alléger leurs dépenses aussi pour leur montrer que l'État malagasy se tient à leur côté. Merveilleux la sphère sur les images d'Anzar Razonarvelo.
La commune d'Andoran-Futsi est l'une des communes les plus peuplées dans le district d'Ansimjan. La majorité de la population est également vulnérable, d'où l'appel du maire au ministre de la Population, il y a 2 semaines de cela, afin que cette circonscription puisse bénéficier des actions sociales de l'État malagasy à travers ce ministère. La ministre est donc venue ce jour à Andoran-Futsi pour le Zoma Fifanapin, autrement dit le vendredi de l'entraide. Il s'agit d'une action sociale qui consiste à apporter de l'aide aux habitants les plus vulnérables, principalement composés de vivres. Les femmes, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap sont donc priorisées. Mis à part la commune d'Andoran-Futsi, celle d'Akad-Kelilaf en a également bénéficié ce vendredi. Et dans l'objectif d'augmenter le taux de vaccination en Madagascar, le ministère de la Santé publique, en collaboration avec les centres médicaux privés, a mis en place une nouvelle stratégie depuis mercredi dernier. La vaccination contre la Covid peut aussi se faire au niveau des cliniques médicaux privées, une stratégie qui vise également la santé pour tous, conformément à la vision et politique du ministère de la Santé publique. Rina est l'une des personnes qui ont pu se faire vacciner au niveau des centres médicaux privés aujourd'hui. Cette dernière, du fait de son emploi du temps, n'annule le temps de venir au niveau des centres de vaccination. Cette nouvelle stratégie de vaccination est donc très bénéfique pour elle, selon cette dernière. La lutte contre la pandémie de Covid-19 est une lutte commune. Les secteurs privés n'ont pas hésité à collaborer avec le ministère de la Santé publique pour la faisabilité de la vaccination au niveau de leurs centres, selon ce médecin interviewé par nos journalistes. Cependant, seuls les centres médicaux privés, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, peuvent administrer les vaccins gratuitement, selon les responsables au niveau du ministère. Environ 1000 taxis sont entrés dans l'ère de la digitalisation à travers la plateforme Taxi Finder, le but étant d'améliorer leur service afin de répondre aux besoins des clients, particulièrement les nuits et les week-ends. En effet, les usagers peuvent facilement trouver, grâce à cette plateforme ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Rotsrista Lagotumalal et Barnienne Déglissant. Environ 60 à 100 appels par jour sont reçus par les taxis, membres de Taxi Finder, qui est un site internet conçu pour trouver des taxis en Tanarive, Fianarantsu et en Bust. Les clients appellent surtout les nuits et les week-ends selon les explications d'une responsable. Toujours selon cette dernière, la recherche d'un taxi sur le site n'augmente en aucun cas le tarif du trajet. Le but de ce site est d'aider les gens et d'améliorer le service offert par les taxis à Madagascar. À travers ce site, les usagers peuvent choisir le type de taxi qu'ils désirent. L'adhésion est gratuite pour les chauffeurs de taxi qui souhaitent figurer sur ce site web. Actuellement, environ 1000 taxis y sont inscrits. L'arrivée des Indiens à Madagascar constitue une grande étape dans l'histoire de Madagascar, que ce soit sur le plan économique, commercial ou culturel. Pour remémorer l'histoire des relations entre les deux pays, la diaspora indienne a mis en place l'Indian Dhow, qui servira de centre d'exposition photographique et historique des opérateurs indiens à Madagascar. Andriana Martina Inzar Ranjiansu. Les Indiens ont commencé à migrer à Madagascar vers le 19e siècle. Ces derniers ont commencé à se mélanger aux Malagasy et même à adopter leur mode de vie, d'où l'interculturalité des deux pays. Les Indiens à cette époque ont commencé à entreprendre à Madagascar. Les relations aux Malagasy n'ont cessé d'évoluer selon le ministre des Affaires étrangères malagasy. Pour renforcer cette coopération, la diaspora indienne a mis en place l'Indian Dhow, un centre d'exposition photographique et historique pour retracer l'histoire, particulièrement ceux des opérateurs indiens à Madagascar. Et là, par rapport à ça, je pense qu'on joue pleinement ce rôle avec ce centre, dans le sens que ce centre, non seulement, vous voyez là, on parle de familles indiennes qui sont là, qui sont installées de longue date à Madagascar, mais l'idée, ça serait aussi qu'on fasse de plus en plus d'événements ici qui interagissent avec Madagascar, avec les relations qu'il y a avec Madagascar depuis des siècles. Cette infrastructure permettra également l'amélioration des relations entre les Malagasy et les Indiens. Le ministre des Affaires étrangères a assisté à son inauguration ce jour à Nkoronjan.
Et concernant les actualités internationales de ce jour, Xi Jinping et Joe Biden se sont mis d'accord jeudi sur le principe d'une rencontre en personne lors d'un entretien téléphonique de plus de 2 heures, malgré les tensions autour de Taïwan qui ont conduit le président chinois à avertir son homologue américain de ne pas jouer avec le feu. France 24. 2h20 d'entretien téléphonique entre les deux présidents, le 5e depuis l'arrivée de Joe Biden au pouvoir. Le sujet qui cristallise les tensions entre les deux puissances, c'est le sort de Taïwan. Le président Biden a rappelé que la position américaine sur l'île n'a pas changé et que nous resterons opposés à tout changement unilatéral du statu quo et toute atteinte à la paix et à la sécurité dans le détroit de Taïwan. Une mise au point alors que la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, envisage de se rendre à Taïwan le mois prochain. L'annonce a provoqué la colère de la Chine. Elle a averti les États-Unis de ne pas jouer avec le feu. Si les États-Unis s'obstinent et remettent en question la ligne de fond de la Chine, ils devront inévitablement faire face à des contre-mesures fermes. Pékin considère Taïwan comme une province historique de la Chine et lui refuse donc toute relation officielle avec d'autres pays. À cette brouille politique s'ajoute la guerre commerciale que se livrent les deux puissances depuis plusieurs années. Le Sénat américain vient d'adopter un projet de loi pour subventionner l'industrie des semi-conducteurs qui a connu d'importantes pénuries avec la crise sanitaire. Un texte très critiqué par la Chine. Elle accuse les États-Unis de limiter la coopération scientifique et technologique entre les deux pays. L'ancienne direction de l'agence de surveillance des frontières Frontex avait connaissance des renvois illégaux des migrants en Grèce et aurait même cofinancé de refoulements selon un rapport accablant dont Der Spiegel publie jeudi 28 juillet des extraits. Frontex était au courant très tôt de ces renvois illégaux, parfois brutaux, de demandeurs d'asile vers la Turquie, affirme ce rapport, encore confidentiel de l'Office européen de la lutte contre la fraude. Reportage. Garde-côte grec, en train de traîner un canot de migrants non vers la Grèce, mais vers la Turquie. Une scène filmée depuis le ciel par Frontex. Voici l'un des nombreux détails dévoilés dans un rapport accablant de l'Office européen de la lutte contre la fraude. En ligne de mire, la question des pushbacks, ces techniques illégales opérées par des garde-côtes grecs depuis des années sous couvert de l'agence européenne Frontex pour décourager les migrants de pénétrer sur le sol européen. Des faits relayés à maintes reprises par les médias. Je suis très content, car désormais ce rapport, nul ne peut l'ignorer. Cela a duré pendant des mois, même des années. Tout le monde le savait et personne n'a rien fait pour arrêter ça. Frontex a pourtant une règle claire. En cas d'opération au nom de l'Europe, si les droits de l'homme ne sont pas respectés, elle doit suspendre les financements et elle doit même quitter l'opération. Au moins 6 bateaux grecs, cofinancés par Frontex, auraient été impliqués dans plus d'une dizaine de refoulements entre avril et décembre 2020. Au sein de l'agence, plusieurs témoignages chargent l'ex-patron Fabrice Leggeri. Il aurait fermé les yeux sur ces actes illégaux. Face aux révélations, la position trop lente de la Commission européenne interroge. Depuis le mois de juillet, Frontex est dirigée par la Lettonne Aija Kalnaja. La Commission européenne a surtravaillé avec les autorités grecques et planché sur une nouvelle proposition de loi. Objectif, garantir un système de surveillance solide du traitement des demandeurs d'asile en Grèce. Le pape François est attendu ce vendredi à Iqaluit, dernière étape de son voyage au Canada qui vise à réconcilier les populations autochtones avec l'Église. Au-delà des excuses prononcées par le pape en début de semaine et qui étaient entendues par de nombreux autochtones, certains demandent au pape d'aller plus loin. France 24. Iqaluit, au Canada. Dernière étape du voyage du pape pour réconcilier les populations autochtones avec l'Église. Dans la capitale du Grand Nord canadien, les Inuits ont suivi avec attention les excuses prononcées au début de son voyage par le souverain pontife, demandant pardon pour le mal fait pendant plus d'un siècle dans les pensionnats pour autochtones. Mais certains demandent au pape d'aller plus loin. Ils devraient en faire plus, comme mettre en place des thérapies, des centres de soins en santé mentale, mais aussi financer des programmes pour se reconstruire.
Entre 1880 et 1996, près de 150 000 autochtones ont été envoyés dans des pensionnats à travers le pays pour être civilisés et christianisés. De nombreux enfants ayant subi des abus physiques, sexuels et psychologiques. Des milliers n'en sont jamais revenus. Les excuses n'étaient pas complètes. Elles n'ont pas pris en compte les abus sexuels et n'ont pas reconnu le rôle institutionnel de l'Église catholique dans la protection des agresseurs. Lors d'une messe de réconciliation ce jeudi au Québec, le pape François a été confronté à une brève contestation. Des autochtones ont déployé une banderole réclamant la fin d'une doctrine religieuse du XVe siècle, autorisant les puissances européennes à coloniser les terres et les peuples non chrétiens. À Iqaluit, le pape prononcera son discours sur cette scène et rencontrera d'anciens pensionnaires autochtones dans une école avant de repartir pour Rome. C'est également avec cette actualité que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité et restez sur Viva car peu de temps après cette édition, vous avez rendez-vous avec l'émission Data. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles actualités.